C'est pour donner une visibilité à la Commission provisoire de réconciliation nationale qui est en phase de recherche de mécanismes pour la mise en place de la véritable organisation que la mission conjointe composée de la dite organisation, des experts du système des Nations Unies et des cadres du ministère de l'administration du territoire, après les 7 régions de l'intérieur du pays, a présenté l'antenne régionale de la ville de Conakry ce mardi au gouvernorat. Le président du conseil de ville fait étalage des bien fondés de cette organisation. Cela va dans un premier cadre pour dire que ce n'est pas la réconciliation qui a commencé, ou que ce n'est pas l'argent qui a été. Mais c'est la phase d'abord introductive pour une réflexion de masse au cours de laquelle chaque citoyen aura sa part d'interrogation, chaque citoyen aura sa part de vérité, pour que la sommation de cela, la méthodologie, le dispositif, l'orientation et la finalité soient comprises. Nous savons que réconcilier est un travail indéniable qui aboutirait certainement au pardon en passant par la justice, en passant par les réparations, mais en passant par l'unicité. Dans le même sillage, le représentant du programme des Nations Unies revient sur les étapes de l'intérieur et précise quant à l'implantation des antennes. Donc, en juin 2011, le président de la République a trouvé bon que Elhadji Mamadou Salif Camara, grand membre de Faisal, et Monseigneur Vincent Koulibaly étaient bien indiqués pour animer cette institution. C'est ainsi que le président de la République a nommé à la tête de la commission ces 2 leaders religieux comme co-président de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Par ailleurs, le conseiller des présidents de la Commission provisoire de réconciliation nationale donne des détails sur la composition des antennes régionaux ainsi que des points focaux préfectoraux. La commission elle est présidée par les plus éminentes autorités religieuses. Maintenant, eux, ils se sont donné un comité technique, un secrétariat technique, en relation avec l'assistance du au commissariat des droits de l'homme. Après donc ce secrétariat technique, nous avons implanté au niveau des 7 régions administratives de la Guinée et au niveau du gouvernement de Conakry, ce qu'on appelle les antennes régionales. Chaque antenne régionale, un coordinateur régional accompagné d'un assistant administratif et financier, d'un animateur communautaire ou d'un chauffeur. Maintenant, au niveau des préfectures et des communes, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les points focaux préfectoraux. Créée en juin 2011 et lancée officiellement le 25 mars dernier, cette mission conjointe doit être à l'écoute des populations en vue de transcender les blessures pour une réconciliation nationale. Le paradoxe à Conakry est que le gouvernorat a brillamment ignoré la classe politique de l'opposition à cette rencontre. Tant mieux pour cette entame de consultation. La synergie d'action des leaders de la société civile pour la paix a présenté son plan d'action pour le dialogue en vue d'une sortie de crise sociopolitique en Guinée ce mardi. S'agissant des propositions croisées de sortie de crise et au titre des résolutions technico-juridiques et politiques, le coordonnateur de la COJELPEG propose. Le premier moyen d'abord, c'est la volonté politique du gouvernement, de l'État de façon générale. Le deuxième moyen, s'il faut, c'est l'engagement de la CENI, s'il faut, à œuvrer pour des élections transparentes et inclusives. Le troisième, c'est la bonne foi des partis politiques. Voilà les moyens en premier lieu qu'il nous faut pour organiser des élections sans violence. Et au-delà de cela, il faut noter qu'il y a les questions de moyens techniques, matériels et financiers. Juridiquement, ce qu'il faut noter, on ne peut pas repousser les élections présidentielles. Sinon, nous tombons dans une question de vide juridique qui ne dit pas son nom, qui peut entraîner le pays à une autre situation. Donc, aux acteurs politiques de voir qu'est-ce qu'il faut pour soit
soit coupler ce que nous nous recommandons d'ailleurs pour rapprocher les deux positions, coupler les deux élections. Et si ils estiment pour une raison ou pour l'autre qui est vérifiable, une raison qui est objective, que cela n'est pas possible, qu'ils nous proposent une autre alternative qui nous permet de finir avec les élections en 2015. Sur la question des délégations spéciales, Abdoul Sako est intransigeant. Les délégations spéciales, il ne faut même pas passer par 1000 chemins, elles sont illégales. Elles sont illégales à la fois par leur décret de mise en place, mais aussi illégales par rapport s'il faut au délai qu'ils ont déjà dépassé. Donc par rapport à cela, nous estimons qu'ils peuvent aller vers une recomposition de ces délégations pour que les deux bords puissent trouver leur compte avant qu'elles ne soient remplacées. Au regard de la crise politique profonde qui mine le pays, la société civile, à travers son cahier de propositions citoyennes de sortie de crise, entend résolument faire face à son rôle de veille, d'alerte et de proposition en vue d'une promotion du dialogue pour la paix. La rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition, tant attendue, doit avoir lieu demain mercredi. Après sa rencontre avec la coordinatrice de RPG, Alpha Condé accueillera à Sékou Touréa Cellou Dalein Diallo dans le cadre de trouver un terrain d'entente sur la tenue des élections communales avant les présidentielles qui les opposent. Face à cette situation, les avis restent partagés. Si cela peut aider les Guinéens à sortir de la crise, si cela peut désamorcer la crise qui gangrène ce pays actuellement, je trouve ça salutaire. En même temps, ça peut aussi approcher les deux camps. Ils peuvent se donner des idées, ils peuvent aussi amener ce pays à aller de l'avant. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces deux leaders actuellement, c'est des leaders qui représentent la Guinée. Moi, mon choix le plus ardent est que le chef de file de l'opposition et le chef d'État, le professeur Alpha Condé, se comprennent. C'est qu'il faut un consensus. Parce que s'il n'y a pas de consensus dans un pays, il y a toujours de troubles. Ce que le professeur va demander, l'opposition accepte ça. Ce que l'opposition aussi va demander à l'État, au professeur Alpha Condé. Moi, je sais que lui aussi, il va accepter ça. Cette rencontre entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition est jugée opportune pour une sortie de crise. Donc, au Befana Lato Munka, au Bec à la Guinée, l'entrée de défendre le Gisusuma et donner la Guinée. Parce que, après soit si déjà, qu'à chef de file dit, confiance dans le Oudi, qu'à la mort. Donc, il y a même une fana et quoi soit, c'est pas pour ne rien en soit sida. Il y a même un coffre. Vous voulez que ce soit chef de ville. Allez faire la caca, importance la Guinée, l'intérêt, vous direz qu'à comment là. Et quand même, pour ça, on a la Guinée, ça fait 50 ans, la Guinée a la position. On m'a changé, la Guinée m'a changé, il y a 6 mois, 10 tiens, 40 tiens, fausse tiens. Donc, il y a une opposition de Yamana Okono, moi, il y a un Beke, président même si l'homme parce que moi, flat, c'est que la président, killing, ou le Kelade. Peut-être après Alpha Condé, tout ce que nous souhaitons entre le président de la République et le chef de file de l'opposition, qu'il arrive à faire un dialogue, parce que tous les Guinéens attendent ça en ce moment. Nous, ce que nous prenons en acte, par exemple, depuis que il y a eu l'alliance entre l'UFR et l'UFDG, nous n'avons pas eu de problème dans ce cas. L'essentiel qu'ils se comprennent, parce que même si le chef de file de l'opposition, part, moi je pense qu'ils partent pour un accord pour l'ensemble de l'opposition républicaine. Espérons que cette rencontre va porter fruit afin de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays. C'est parti pour la course à la présidentielle. L'annonce d'une nouvelle candidature fait l'objet de débats sur toutes les lèvres. Contre toute attente, l'ancien homme fort de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, a annoncé sa volonté de participer à la course pour Sékou Touréa. L'ex-militaire a dévoilé ses intentions depuis le Burkina, où il est en convalescence depuis 5 ans maintenant. Depuis cette nouvelle, les avis sont partagés et les commentaires vont bon train. Toutefois, loin d'être dans les mailles de la justice,
Nombreux sont ceux qui ne trouvent pas d'inconvénients à la candidature de Dadis Camara. Franchement, je me dis qu'avant, Moussa Dadis Camara est un Guinéen. Il a servi au compte de la nation. Hier, si aujourd'hui il trouve que se présenter comme opposant dans le pays, je me trouve que je ne vois pas d'impact. Le bas peuple va le juger. S'il le trouve utile, mais franchement, pourquoi pas ne pas le lire? Si on trouve aussi le contraire, parce que chacun de nous est libre. C'est pourquoi on a dit la démocratie. Donc chacun de nous est libre de s'exprimer comme il veut, ou que lors des urnes, qu'il puisse voter. Parce que c'est pourquoi on a mis les urnes. C'est pour que chacun de nous puisse voter pour son leader. Donc, je ne vois pas d'impact. Si c'est positif, moi je souhaite que Moussa Dadis Camara, c'est un Guinéen, il est libre de se présenter. Par contre, si une frange reste perplexe et ne se prononce pas, ses observateurs s'opposent à la venue en politique de Dadis. Si Dadis est ne va la présenter à l'élection présidentielle de la Guinée, alors Dadis ne doit avoir de compte. La population de la Guinée, on fait un conseil de l'État de la Guinée, mais ainsi que de non aditao. Et dire une de l'opposition. L'acte du 26 septembre, oui, quand même, c'est la phase noire de cette. Parce que si on dit Dadis, tout le monde voit ça. Voilà, mais il n'est pas le seul. Et pour le moment, comme je vous ai dit, il n'est pas inculpé. S'il était inculpé, là, on allait refuser catégoriquement. Mais la Cour constitutionnelle est là. C'est elle qui doit départager. Si Dadis P, il a estimé, comment dire, c'est sa volonté qu'il a exprimée. Donc c'est à la Cour constitutionnelle de voir est-ce que c'est possible d'accepter sa candidature ou pas. Qu'à cela ne tienne, l'annonce surprise de l'ancien chef de la junte fait jaser. Et au sein de la classe politique, l'heure est à la cour, dans la mesure où la venue en politique de Dadis Camara pourrait changer la donne dans le paysage politique. Des coups de feu ont encore été entendus ce dimanche 17 mai à Ménaka, dans le nord du Mali. Malgré la signature d'un accord de paix vendredi, le groupe armé pro-gouvernemental, le Gassia, persiste à vouloir défendre la ville, tandis que l'Azawad insiste pour en reprendre le contrôle. Ils ne sont pas d'accord parce que la preuve annonce que le lendemain de la signature, donc la partie de la CEMA qui a signé, celui qui a signé au nom de la CEMA, Mohamed Ag, il a été démis de ses fonctions. Donc, ça c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc, ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamedine et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Tour à tour, les groupes armés de l'Azawad et le Gassia revendiquent le contrôle de la ville et sèment de concert la confusion, faisant sur leur champ de bataille plusieurs victimes. De son côté, l'ONU accuse le Gassia d'avoir violé le cessez-le-feu. La situation au nord du Mali reste incertaine en dépit de la signature de l'accord de paix. Donc, ça c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc, ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamedine et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et le MNLA, l'autre partie du MNLA qui a paraphé l'accord à Alger, mais qui n'est pas venu à Bamako, donc n'est pas pour l'instant dans la logique définie, parce que c'est eux qui sont à la base de l'attaque de Ménaka. Dans le cadre du cessez-le-feu, à Bamako, on refuse l'envoi de nouvelles troupes pour soutenir le Gassia. Pour l'heure, dans la ville de Ménaka et en périphérie, les communications sont coupées et la population est le véritable laissé-pour-compte de cette confusion. La situation est de plus en plus préoccupante pour les journalistes au Burundi. Si le président Pierre Nkurunziza s'est servi des médias pour confirmer sa présence dans le pays, tous ne sont pas encore en mesure de reprendre le travail. Pour le moment, les médias, surtout les médias privés comme Rema FM, comme Isanganiro, Bonesha et Epreya, ils ont été détruits. La semaine passée. Donc pour le moment, leurs outils, leurs appareils ont été endommagés. Je pense que même si on donnait une autorisation, peut-être, ce serait difficile parce qu'ils n'ont pas vraiment des équipements. Les équipements ont été endommagés. La radio publique africaine est celle où l'annonce de la tentative de putsch a été diffusée le 12 mai dernier.
La tension qui pèse sur les journalistes ayant relayé l'annonce du putsch est telle que le directeur de la RPA, Bob Rugurika, a affirmé ce lundi être en exil. Depuis cette annonce, certains journalistes sont accusés d'être à la solde de l'opposition. L'année passée, les organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations à partir de dimanche. Hier, en fait, c'était une trêve qui avait été annoncée par les associations de la société civile qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recueille ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans certains quartiers comme Saga, Nyakabiga et Chibitoke. Pour l'heure, les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au respect des droits de l'homme dans ce contexte de crise. De son côté, lors de sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a émis l'éventualité d'un report des élections communales et législatives prévues le 26 mai. Le chef de l'État burundais ne s'est toujours pas prononcé quant à la présidentielle de juin prochain. Économique pour le gouvernement du président Goodluck Jonathan. Le taux d'inflation au Nigeria est resté à un chiffre. Des milliers de kilomètres de fibres optiques pour faciliter l'accès à Internet ont été installés et le processus d'industrialisation est accéléré. Ce sont autant de réalisations à l'actif du chef de l'exécutif sortant. Pour le ministre des Finances, le nouveau président de la République héritera d'un pays où les indicateurs économiques sont au vert. Vous ne pouvez pas nier que le ministre du Commerce et de l'Investissement a fait un plan de révolution industrielle et qu'il y a des usines qui se sont créées au Nigeria. Aujourd'hui, on a la fabrication et l'assemblage de voitures. Nous avons élargi notre production de ciment à une capacité de 28 millions de tonnes métriques. Vous ne pouvez pas refuser le fait qu'il y ait 3900 jeunes appelés You-Winners aujourd'hui. Mais pour les partisans du président élu Muhammadu Buhari, la situation n'est pas satisfaisante. De nombreuses réformes macroéconomiques n'ont pas été réalisées. Ils n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Ils avaient promis 3 millions d'emplois en un an. À part le programme You-Win, qui dans une certaine mesure a été un succès, il n'y a pas eu de grande réalisation dans le domaine macroéconomique. L'équipe du président élu Muhammadu Buhari promet de redresser l'économie et d'assainir les financements publics dans un délai de 2 mois. Au Burkina Faso, les partis et associations sankaristes ont tenu les 16 et 17 mai leur convention. Lors de cette rencontre, les 9 formations composant le mouvement ont désigné l'avocat Maître Benuende Sankara comme leur candidat à la présidentielle d'octobre 2015 en présence de Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara. Le candidat promet la victoire de la coalition aux militants. L'insurrection ne sera pas trahie, l'insurrection ne sera pas volée. C'est cet engagement que nous tenons très sincèrement à respecter. Je dois aussi dire que c'est une charge émotionnelle qui pèse désormais sur nos épaules. La prochaine étape, c'est aller au charbon et réaliser ce que nous avons promis à nos militants. Apporter la victoire, rien que la victoire, le soir du 11 octobre 2015. Pour certains observateurs, l'avocat burkinabé, figure emblématique de l'opposition, pourrait être un bon candidat pour les sankaristes au regard de son expérience. Benuende Sankara incarne réellement cette opposition. Il a lutté depuis longtemps contre le pouvoir de Blaise Compaoré et constituait l'une des figures marquantes justement de l'opposition républicaine burkinabé. Et je pense que pour cette coalition des sankaristes, c'est un élément de poids, un élément de taille. Maître Benuende Sankara a été 2 fois candidat malheureux au présidentiel de 2005 et 2010 face à l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré. Les participants à la convention se sont engagés à payer la caution de leur candidat qui s'élève à 25 millions de francs CFA. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon est très attendue par les autorités dans ce pays. Le ministre en charge des sports espère que la prochaine CAN va permettre une plus grande ouverture sur le pays, mieux que la co-organisation de l'édition 2012 avec la Guinée équatoriale. Il faut comprendre que la CAN est un moteur de développement. Il ne faut pas seulement voir la CAN comme le côté spectacle, le côté sportif. La CAN est un moteur de développement dans le sens où tous les secteurs d'activité vont être boostés pour pouvoir
augmenter, améliorer le développement. Vous savez, lorsque nous avons préparé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale, nous sommes partis d'un taux de croissance de moins 0,9% à plus 5,9%. L'État gabonais prévoit la réhabilitation de plusieurs infrastructures dans divers secteurs porteurs de son développement. De réelles perspectives se profilent à l'horizon de la CAN pour le Gabon. Dans tous les secteurs d'activité, nous allons restaurer le transport, les routes, les voies de communication. Nous allons restaurer les voies de télécommunication. Nous allons mettre des programmes de mise en valeur de notre patrimoine culturel. Il faut donc que les sociétés de théâtre, les sociétés qui font du spectacle puissent pouvoir s'organiser. Le Gabon a hérité de la CAN 2017 à la suite du forfait de la Libye, en proie à une guerre civile. Pays d'environ 2 millions d'habitants, il va accueillir pour la deuxième fois de son histoire la phase finale de la CAN. La perte de Ramadi est une mauvaise nouvelle pour les dirigeants irakiens et la coalition menée par les États-Unis pour chasser Daesh de la région. Le groupe État islamique ou Daesh contrôle désormais la ville de Ramadi, située à une centaine de kilomètres de Bagdad. Les combats ont fait plus de 500 morts, soldats et civils. Et si Dieu le veut, nous irons à Bagdad et Karbala. Nous allons les écraser, si Dieu le veut. Le Premier ministre irakien a envoyé une milice chiite soutenue par l'Iran en renfort à Ramadi. Les États-Unis l'ont exhorté à repousser l'envoi des chiites dans ce fief sunnite, de peur que cela ne provoque des conflits sectaires. Mais il est clair que l'Irak a besoin d'aide s'il veut stopper l'avancée de Daesh. La coalition internationale devrait mener une contre-attaque pour libérer la ville de Ramadi des militants de Daesh. La capture de Ramadi est trop grave et trop sérieuse car elle est proche de Bagdad. Les frappes aériennes américaines sont plus nombreuses et des explosions ont été signalées par les troupes ayant fui Ramadi. On parlait également de crise humanitaire. Au moins 8000 personnes auraient fui la ville pour se réfugier dans la capitale autrement mieux protégée. Le secrétaire d'État américain John Kerry tente de voir les choses bon côté, affirmant que la conquête de la ville a coûté cher à Daesh en termes d'hommes, d'argent et de capacité de mouvement. Mais ce n'est pas partout. Il est donc possible d'avoir le genre d'attaque que nous avons eu à Ramadi. Je suis persuadé que dans les jours à venir, cela va s'inverser. À l'ouest de l'Irak et en Jordanie, 18 pays participent à des manœuvres militaires, parmi lesquelles les États-Unis qui ont envoyé 5000 soldats. Le chaos causé par Daesh en Syrie et en Irak a fait de la sécurité de la Jordanie une priorité pour Washington, qui considère Amman comme un allié majeur dans la région. C'est une première pour la ministre de l'Éducation. Elle affronte aujourd'hui une grève et une manifestation des enseignants à moins d'un an après son entrée en fonction. Dans le collimateur des professeurs, la réforme des collèges et les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. On n'a aucune condition nécessaire à la mise en place d'une interdisciplinarité qui réussisse. Pas de formation continue des enseignants, pas de concertation prévue dans le temps de service des enseignants, pas de progressivité de cette mise en place. Or, en cinquième, par exemple, les élèves n'ont qu'une année de collège derrière eux. Ils ont besoin déjà d'asseoir un certain nombre de notions disciplinaires. S'oppose à la réforme l'intersyndicale majoritaire qui a recueilli 80% des votes en décembre dernier. Mais ces syndicats sont divisés. À chacun son mot d'ordre, certains se mobilisent contre l'autonomie accordée aux établissements, d'autres sont vent debout contre la réforme des programmes. Certains exigent le retrait pur et simple de la réforme, d'autres appellent à la reprise immédiate des discussions. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, elle, tient bon. Sa réforme passera coûte que coûte. Oui, la réforme du collège doit entrer en vigueur, c'est nécessaire, c'est indispensable et c'est urgent. Quand ? Elle entrera en vigueur à la rentrée 2016, comme cela a toujours été prévu. Le gouvernement continue à faire bloc derrière Najat Vallaud-Belkacem et elle a également ses partisans dans l'enseignement. La réforme a obtenu un avis favorable de la communauté éducative grâce à l'appui des 2 syndicats réformistes ainsi que des fédérations de parents d'élèves, des lycéens et des étudiants. Le grand test ce sera pour 14 heures aujourd'hui avec le départ de la manifestation dans une 50aine de villes. On connaîtra alors l'ampleur de la mobilisation.
Le gouvernement macédonien subit des pressions, mais peut aussi compter des soutiens. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour appuyer le Premier ministre Nikola Gruevski. Nous avons rencontré Risto Nivoski dans la foule, un ancien ambassadeur dont les idées sont très respectées dans les arcanes du pouvoir. La position de M. Nikovski peut sembler controversée pour certains, mais plusieurs la partagent ici. Il accuse l'opposition d'être un pion dans une lutte de pouvoir qui se joue à plus grande échelle. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner sans l'appui de la communauté internationale, avec les États-Unis et les autres, parce que le gouvernement actuel n'est pas reconnu par l'Occident. Les frontières de cette crise ne sont pas déterminées par l'ethnie, mais plutôt par la culture. Après une manifestation anti-gouvernementale dimanche, quelques centaines de personnes ont établi un camp sur place. Vasko Kovačevski est député de l'opposition. Le Premier ministre Gruevski sera parti dans un mois. Nous devons suggérer un gouvernement transitoire ou technique qui organisera des élections libres et démocratiques. Si l'opposition participe à ces élections, je suis convaincu que nous gagnerons. Mais jusqu'à maintenant, le Premier ministre refuse de céder. Lors de récents pourparlers, l'opposant de M. Gruevski, Zoran Zaev, a dit qu'il n'y avait eu aucune avancée. Mais avec un accueil pareil, M. Gruevski pourrait ne pas être dans un état d'esprit favorable au compromis. Shinzo Abe a présenté la loi qui autoriserait l'armée à intervenir à l'étranger, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour que cela soit possible, il faudrait qu'une nation alliée soit dans l'incapacité de faire face à une attaque. Le gouvernement japonais a également fait savoir que les forces japonaises pourraient être mobilisées en cas de fermeture du détroit d'Ormuz au Moyen-Orient, une voie maritime indispensable au transport du pétrole. Shinzo Abe souhaite faire voter cette loi avant la fin de la session de la Diète, le Parlement du pays en juin. Mais l'opposition a d'ores et déjà demandé davantage de temps pour pouvoir délibérer et rassurer la population concernant cette législation. Ces changements entrent dans le cadre de la nouvelle alliance offensive américano-japonaise, un projet dévoilé le mois dernier. L'éloignement du Japon du pacifisme instauré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale provoque en effet des inquiétudes au sein de la population du pays, mais aussi au-delà chez ses voisins en Chine et en Corée du Sud, deux pays dont l'histoire est marquée par les agressions japonaises.